Bonjour à tous, donc moi je suis Ambra Médée, je suis chargée de mission sport santé et qualité de vie au travail au sein du comité régional olympique et sportif du Centre Val-de-Loire. Aujourd'hui on assiste à ce webinaire sur l'alimentation durable. C'est un sujet qui nous touche et on est en lien avec l'association, le mouvement associatif pour un projet plus global qui touche l'alimentation durable. Et donc aujourd'hui, nous faisons intervenir plusieurs personnes. Le docteur Jérôme Bernard Pelé qui va nous présenter un peu les types d'alimentation et qui va nous donner des clés plutôt scientifiques. Et après, nous avons la diététicienne Linda William qui va nous expliquer un peu comment faire pour manger moins de viande et quelles sont les choses à faire attention. Et nous conclurons ce webinaire par une vidéo d'une sportive de haut niveau, Laetitia Guapo, qui ne pouvait pas être présente parce que c'est jour de match aujourd'hui, mais qui nous a laissé quand même son témoignage. Pour rappel, sur ce webinaire, vous n'avez pas la caméra ni vos micros d'activer. Par contre, vous pouvez écrire toutes vos questions dans le chat. On y répondra à la fin des présentations pour éviter qu'il y ait des redites entre les différentes présentations. Mais vous pouvez écrire vos questions dès le début. Voilà. Et si vous avez un dysfonctionnement, n'hésitez pas à laisser un message aussi dans le chat. Docteur, je vous laisse la parole. Merci. Alors, pour me présenter, je suis le docteur Jérôme Bernard Paulet, médecin généraliste et médecin nutritionniste, particulièrement orienté sur les alimentations sans viande, qu'elles soient végétariennes ou végétaliennes. Alors, allons-y. Donc, manger autrement pour performer, mythe ou réalité, l'alimentation végétale du sportif. Ce sera la thématique d'aujourd'hui. Alors, diapositive suivante. Alors, d'abord, nous allons commencer par quelques définitions. Qu'est-ce qu'une alimentation végétalienne? Dite aussi alimentation végane. C'est une alimentation qui ne comporte aucun produit d'origine animale. C'est pas uniquement la non-consommation de la viande rouge, de la viande blanche et du poisson, mais ça inclut également la non-consommation des œufs, du lait et des dérivés, donc fromage, beurre, etc. Une autre façon de la définir, c'est de dire que c'est une alimentation 100% végétale. L'alimentation végétarienne, elle est moins restrictive. Il n'y a aucune chair animale qui est consommée. Alors, il faut être d'accord sur la définition, parce que parfois les définitions sont un peu floues. Mais si on regarde à la fois les grands dictionnaires de la langue française ou la façon dont le mot végétarien est utilisé dans la littérature scientifique, une alimentation végétarienne, par définition, ne comporte pas de poisson. En fait, le végétarisme, le vrai, met le poisson de côté. Alors après, on a un terme de pesco-végétarisme pour ceux qui sont végétariens mais qui mangent du poisson. Donc dans cette alimentation, la viande, le poisson et la volaille sont exclus. Par contre, les œufs, le lait et les produits laitiers sont inclus dans une alimentation végétarienne. Diapositive suivante. Alors, l'alimentation omnivore, c'est facile, tout le monde sait ce que c'est. En fait, tous les groupes alimentaires sont possibles. Il n'y a pas de restriction des groupes alimentaires. Mais par expérience, il y a toujours des restrictions parce que amusez-vous à regarder ce que mangent les Asiatiques si vous voyagez en Chine ou au Vietnam ou ailleurs, et vous verrez qu'ils mangent énormément d'aliments qu'on ne mange pas, que ce soit dans le règne animal ou dans le règne végétal. En fait, dans certains pays asiatiques, on mange beaucoup plus d'animaux différents que ce qu'on mange en Occident en général. Voilà. Donc, il y a toujours des aliments qu'on ne mange pas, mais le choix, évidemment, dans une alimentation omnivore est plus large. Alors, ensuite, on a l'alimentation flexitarienne. En fait, c'est une alimentation qui est principalement végétarienne, mais qui intègre occasionnellement et consciemment des produits animaux, que ce soit de la viande, du poisson, des produits laitiers, etc. Voilà. Voilà pour des définitions de ces différentes alimentations. Diapositive suivante.
Alors, on va parler des bénéfices pour la santé à long terme. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qui fait que des gens, qu'ils soient sportifs ou non sportifs, s'intéressent à ces alimentations? Diapositive suivante. Je vous ai mis sur ce diapositive, en fait, les principaux bénéfices pour la santé qu'on peut attendre en ayant une alimentation végétalisée. En fait, l'effet le plus puissant, ça c'est peu connu. Le principal intérêt d'une alimentation plus végétale, qu'elle soit flexitarienne, végétalienne, c'est la diminution du diabète de type 2. On est en des chiffres de l'ordre de moins 60%, moins 50, moins 60% selon les études, donc c'est énorme. Et en fait, parce que le sucre fait pas tout, pourtant le sucre, la farine blanche, le riz blanc, tout ce qui peut favoriser le diabète, c'est dans l'alimentation végétarienne ou végétalienne, et pourtant il y a beaucoup moins de diabète. Et l'explication, c'est qu'il y a un lien assez fort entre consommation de viande et diabète de type 2, alors que la viande ne contient pas de sucre. Et on suppose que c'est les graisses saturées qui en fait perturbent les récepteurs à l'insuline, qui pourraient expliquer ce phénomène. Le deuxième pathologie pour laquelle il y a un intérêt majeur, c'est les infarctus du myocarde. Voilà. Une alimentation plus végétale protège les artères, dont les artères coronaires qui irriguent le cœur. Et là aussi, il y a un effet protecteur très important. Il y a aussi un effet moins impressionnant, mais qui existe et qui est largement significatif sur le taux de cholestérol, sur la tension artérielle. Suivant les études, vous avez entre 10 et 40% de moins d'hypertension artérielle chez les végétariens et végétaliens par rapport à la population générale. Il y a moins de problèmes de surpoids et d'obésité, mais il y en a. C'est des moyennes. Vous aurez des obèses chez les végétaliens, puis des gens trop maigres chez les gens qui mangent de tout. Mais quand on prend la moyenne du poids des végétaliens est inférieure à la moyenne du poids des végétariens, qui est elle-même inférieure à la moyenne du poids des personnes qui mangent de tout. Il y a aussi un effet préventif sur les cancers du côlon et de la prostate. C'est beaucoup plus décevant sur les autres localisations. Donc voilà pour les intérêts sur la santé à long terme de ces différents types alimentaires. Diapositive suivante. Et rien ne vaut un test en grandeur nature. Donc là, une des études les plus sérieuses, les plus importantes, les plus significatives dont on dispose sur ces modèles alimentaires, c'est une étude de cohorte. Diapositive suivante. On a pris plus de 73 000 sujets, on l'a suivi dans le temps pendant 6 ans, et après on a compté les personnes qui étaient encore vivantes et celles qui ne l'étaient plus. Diapositive suivante. Et donc là, vous voyez qu'il y a une baisse de la mortalité, toutes choses confondues, chez les personnes qui végétalisent leur alimentation. Voilà. Plus on végétalise, plus on baisse la mortalité, toutes causes confondues. Donc, du coup, on sait, ça fait complètement exploser l'idée que ces régimes sont bons. Ces régimes bien menés, au pire, font jeu égal et peuvent augmenter l'espérance de vie. Euh, donc voilà, diapositive suivante. Alors maintenant, on va voir si c'est la même chose chez les sportifs ou pas, s'il y a un intérêt aussi évident ou pas. En fait, les besoins physiologiques du sportif, ils sont les mêmes pour tous les groupes alimentaires. Je dirais même que les besoins physiologiques du sportif et du non sportif, ils sont très similaires. En fait, il y a une différence de degré, pas de nature. Bien sûr, il y a quelques spécificités, mais pas tant que ça. Globalement, que vous soyez sportif ou pas sportif, végétarien ou pas végétarien, vous avez besoin de couvrir vos besoins dans tous les nutriments essentiels. La différence entre le sportif et le non sportif, bah, il y a la quantité. Évidemment, vous allez consommer plus d'énergie, vous allez avoir besoin de plus d'eau parce que vous allez transpirer, vous allez perdre des minéraux, etc. Donc, il y a des besoins accrus, mais à part quelques micro-détails près dont je ne vais même pas parler parce que c'est pas significatif, en fait, il n'y a pas de spécificité au niveau de besoin. Il n'y a pas un besoin spécifique en nature entre les sportifs et les non sportifs. Par contre, il y a des spécificités au niveau du timing, le moment où on mange le nutriment. Par exemple, on sait qu'il faut manger les protéines après l'effort pour assurer la croissance des muscles, manger les glucides avant l'effort. Donc il y a un timing à respecter pour lequel il n'y a pas besoin d'être rigoureux comme ça chez le non sportif. Il y a des optimisations à faire pour la performance et pour la récupération, mais il n'y a pas de différence fondamentale entre
les besoins de tous ces groupes alimentaires avec les différentes combinaisons sportifs, non sportifs, végétariens, véganes, omnivores. Diapositive suivante. Alors, bien sûr, il y a des points de vigilance. Et ces points de vigilance, c'est presque les mêmes entre les sportifs végétariens et les sportifs non végétariens. En fait, c'est du bon sens. Pour la plupart des nutriments, les besoins sont supérieurs. Pour le fer, par exemple, on sait que le sportif il a à peu près besoin de 30 à 70% de plus de fer parce qu'il y a des pertes par la sueur, mais aussi parce qu'il y a une destruction des globules rouges par les chocs. Lorsqu'on court, par exemple, il y a des impacts et ça va détruire une partie des globules rouges, ce qui va augmenter derrière les besoins en fer. Pareil pour le calcium et la vitamine D. On a des besoins accrus. En fait, on perd du calcium pas simplement par le rein, on en perd aussi dans les selles, mais on en perd aussi par la transpiration. Lorsqu'on fait du sport, on va perdre des minéraux, dont le calcium. La vitamine D, qui est importante pour tout le monde, a un rôle particulièrement important pour le sportif, puisqu'il a un rôle dans la force musculaire, pas simplement pour la prévention de l'ostéoporose. Et la carence est très fréquente dans la population générale. Et comme le sportif a besoin, sollicite son corps à son maximum, là, la carence en vitamine D se fait d'autant plus sentir si on est sportif. Diapositive suivante. Alors, les antioxydants. Le sport, c'est bon pour la santé globalement, à moyen et long terme, mais à court terme, ça génère un stress oxydatif. Et on a besoin de consommer des antioxydants tels qu'ils soient, contre la vitamine C, de la vitamine E, du sélénium, du polyphénol. Alors on pourrait penser qu'il y a plus de facilité avec les alimentations végétalisées, mais en fait, si on a, quelle que soit l'alimentation, si on est bien organisé, on arrive à apporter suffisamment d'antioxydants, même dans le cadre d'une alimentation tout à fait classique. Diapositive suivante. Alors, ce qui suscite l'intérêt aussi, c'est qu'on a des exemples de sportifs végétariens ou carrément véganes, comme Carl Lewis, voilà, 10 médailles olympiques, dont 9 en or. Alors, c'est sûr que ça fait rêver. On a l'exemple de Surya Bonali, qui n'a pas été championne olympique, mais qui a été à 5 reprises championne d'Europe de patinage artistique, qui, elle, alors on est sûr, j'ai eu l'occasion de discuter avec son ancien manager, qui est strictement végétarienne, pas végane, mais absolument complètement végétarienne, sans écart et sans manger de poisson. Voilà, on a d'autres exemples. On a l'exemple de Chris Campbell, champion du monde de lutte. On a l'exemple de Dave Scott, 6 fois champion du monde d'Ironman. Je ne l'ai pas mis sur le diaporama. On a aussi l'exemple de Djokovic, célèbre tennisman qui est pratiquement végétalien, qui est le tennisman le plus tité à ce jour et qui continue à jouer. Voilà. Alors, on va voir si le fait d'avoir une alimentation 100% végétale, c'est un avantage significatif pour faire du sport. Diapositive suivante. En fait, quand on regarde en détail la littérature scientifique, alors si on ne regarde pas en détail, on arrive à trouver des articles scientifiques qui vous disent, en comparant tel groupe de sportifs véganes, il faut mieux que tel groupe de sportifs omnivores. Voilà. On arrive à trouver ça. On arrive à trouver aussi l'inverse. On arrive à trouver aussi des sportifs omnivores qui ont une alimentation bien optimisée comparée à des sportifs végétariens ou véganes. Et ils arrivent à faire mieux parce que ces sportifs-là, quand on regarde de près, n'ont pas une alimentation qui est très optimisée, il y a des failles. En fait, quand on regarde de plus près, l'alimentation, qu'elle soit végétarienne, végétalienne, à partir du moment qu'elle est bien menée et qu'on s'y connaît, on connaît les choses traces, on arrive à couvrir l'accroissement des besoins dans les nutriments concernés chez les sportifs. Alors, qu'est-ce qui peut augmenter chez les sportifs comme besoin? L'eau, le fer, les protéines et quelques autres. Alors, quand on est vegan, par exemple, ça va être plus facile de couvrir ses besoins en antioxydants. C'est vrai. Mais si on est doué, on va faire attention, on va manger un peu plus de végétaux et on va y arriver aussi dans le groupe omnivore. Inversement, lorsqu'on est un sportif vegan, c'est un peu plus difficile de couvrir ses besoins en protéines, mais on y arrive. Voilà. Et en fait, lorsqu'on compare des sportifs véganes ou végétariens
qui ont fait ce qu'il fallait, qui ont bien optimisé leur alimentation, et qu'on les compare à des sportifs omnivores qui ont bien optimisé leur alimentation, eh bien, les performances sont ni meilleures ni moins bonnes. C'est pareil, en fait. On y arrive, quel que soit le mode alimentaire. Diapositive suivante. Alors, je vais vous donner des exemples d'études. Alors, j'ai pris justement les plus honnêtes, les plus significatives, celles qui cherchent pas à comparer une alimentation optimisée vs une alimentation non optimisée. Parce qu'évidemment, si vous comparez une alimentation optimisée, quelle que soit sa nature, vs une alimentation non optimisée, c'est l'alimentation optimisée qui marche. En fait, c'est l'optimisation qui compte plus que la nature du régime alimentaire. Voilà. En tout cas pour le sport. C'est pas vrai, vous avez fait auparavant avant sur l'aspect rendu, c'est pas vrai pour d'autres aspects. Mais par contre, pour la performance sportive, on n'a pas le droit de dire qu'une alimentation végane, avec ça, vous allez faire des meilleures performances. On n'a pas le droit de dire non plus qu'en étant vegan, vous allez perdre en performance, que c'est pas possible, que c'est impossible d'être un athlète de haut niveau en étant vegan. Et donc, c'est ce que montre l'étude de 2015. En fait, on a, diapositive précédente. On reste sur cette diapositive-là. Diapositive précédente. Donc là, sur cette diapositive, il n'y avait aucune différence dans les performances en faisant des exercices intermittents de haute intensité. Voilà. En mesurant la VO2 max, en mesurant par d'autres techniques le nombre de watts dégagés, on arrivait à peu près au même chiffre. Voilà. Diapositive suivante. Une des études les plus complètes sur le sujet, elle est sortie en 2022, donc elle est assez récente, dans la revue Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Et la conclusion que les régimes végétariens et végétaliens bien planifiés ne sont pas compromettre la performance, à condition que l'apport énergétique et en nutriments critiques, protéines, vitamine B12, fer, soit adéquat. Je vous rappelle que la vitamine B12 est très importante dans le cas d'une alimentation végétalienne. Si vous oubliez vous supplémenter en B12, vos performances sportives risquent de se dégrader. Diapositive suivante. Conclusion, c'est qu'il n'y a aucun problème significatif à être végétarien ou végétalien en étant sportif amateur ou de haut niveau. Mais par contre, vous devez être bien conseillé. Voilà. Vous devez connaître les nutriments plus difficiles à trouver. Il y a aussi des nutriments plus faciles à trouver. Voilà. Par exemple, dans une alimentation végane, vous trouverez plus facilement des antioxydants. Et dans une alimentation omnivore, vous trouverez plus facilement un acide aminé qui s'appelle la leucine, qui contribue à déclencher la croissance musculaire après l'effort. Mais dans les cas, on y arrive si on est organisé. Et donc, les régimes végétaliens bien menés ne sont ni un avantage déterminant, ni un handicap pour la performance. Il y a des avantages, mais en fait, ils sont ailleurs. Alors, ils peuvent être éthiques, ils sont environnementaux. Si vous comparez l'impact environnemental d'une alimentation végétarienne ou végane par alimentation omnivore, alors là, il y a une différence énorme. C'est vrai que l'intérêt, il est absolument majeur. Par contre, dans le cadre d'augmenter ses performances, on ne peut pas avancer cet argument pour promouvoir l'alimentation végane. Voilà, ce sera ma conclusion. Merci pour votre attention. Merci, docteur Bernard Pellet. Il y a déjà une première question, mais je pense que vous pouvez y répondre tout de suite. C'est sur quelles données vous fondez-vous pour attester la baisse de mortalité? Sur quel panel de personnes étudiées? C'était par rapport au tout début. Bon, c'est une très bonne question. Alors ça, c'est de la méthodologie, hein. Si on n'est pas bon en méthodologie, eh bien, les résultats qu'on obtient ne veulent rien dire. Des biais de partout. Et donc, en fait, c'est pas des études faciles à faire parce que dans le cas de la nutrition, on ne peut pas randomiser. Donc, le meilleur niveau de preuve qu'on puisse obtenir, en fait, en nutrition, c'est l'étude de cohorte avec contrôle des facteurs confondants. Et donc, pour ça, on utilise. Alors, déjà, au départ, lorsqu'on sélectionne des échantillons, on fait très attention à ce que les caractéristiques de poids, de tabagisme, non-tabagisme, alcoolique, etc., soient bien réparties selon les groupes. Voilà. Et voilà, si ce genre de défaut n'est pas corrigé ou n'est pas pris en compte,
l'étude est refusée de publication dans les grandes revues internationales. Elle se retrouve dans des petites revues qui sont moins rigoureuses. Voilà. Mais encore une fois, c'est des moyennes. Sur le plan individuel, un omnivore qui a une alimentation très bien constituée, qui va se comparer avec un végétalien qui mange n'importe quoi, qui va manger des chips, des gâteaux, des bonbons, il va faire moyen que l'omnivore qui mange bien. Voilà. Merci. Eh bien, je vais laisser la parole à Linda Williams pour la suite. Bonjour, donc je me présente, Linda Williams, je suis diététicienne, nutritionniste spécialisée dans le sport et l'idée c'est qu'on puisse voir un peu plus cette approche pratique dans l'assiette par rapport à un régime qui serait de plus en plus végétal et en lien avec le sport. Alors, on va voir différents points, hein. Le besoin du sportif traduit dans l'assiette, comment on réduit sa consommation de viande et de poisson et quelles sont les alternatives. On va faire un petit point sur la digestion, c'est très important, hein, chez le non-sportif aussi. On va parler des petites erreurs qui peuvent fragiliser la santé et la performance du sportif, des outils pratiques à mettre au quotidien, à parler de supplémentation, cette notion d'alimentation aussi végétale et durable, et puis des petits menus types pour voir comment on peut faire en pratique dans l'assiette. Alors, donc dans l'idée, réduire une consommation de viande, de poisson ou adopter un régime végétarien ou végétalien, ça soulève des questions qui sont finalement légitimes chez le sportif. Donc, on doit couvrir ses besoins en énergie, en protéines, en micronutriments pour être en bonne santé, pour soutenir l'effort physique, pour être performant, pour favoriser une bonne récupération et puis surtout éviter les blessures. Donc, on va vraiment explorer comment l'alimentation durable peut répondre à ces besoins et justement distinguer ce qui relève un peu du mythe et de la réalité. Alors, bref rappel, hein, on a déjà vu ça à l'instant, donc sur les besoins nutritionnels du sportif. Donc, on a besoin de carburant, de glucides, ça c'est le carburant principal à l'effort. Ça fournit de l'énergie, c'est essentiel pour la récupération. Les lipides, donc très important notamment pour les efforts de longue durée. C'est très important dans les processus inflammatoires, le stress oxydant, pour fluidifier la membrane aussi, pour la production des hormones, la santé cérébrale, les protéines pour la construction, la réparation musculaire, l'immunité, le soutien du système nerveux, le calcium pour renforcer le tissu osseux, la vitamine D, bien absorber le calcium et avoir une bonne solidité osseuse. On a parlé du fer tout à l'heure pour le transport d'oxygène, ça va pallier à la fatigue. Le zinc, qui joue un rôle important dans l'immunité, la cicatrisation, la récupération et la fameuse vitamine B12, qui est important notamment pour les globules rouges, donc un vrai soutien pour l'endurance et le système nerveux. Donc l'idée finalement, l'organisme, ce qu'il va faire, c'est tout simplement utiliser tous ces nutriments pour bien fonctionner, que ce soit pour être en bonne santé, mais aussi pour l'effort physique. Et en fait, finalement, il faut juste traduire ça dans l'assiette, qu'on soit omnivore, qu'on soit flexitarien, qu'on soit végétarien ou qu'on soit végétalien. Et donc, je reviens un petit peu sur les propos du docteur Bernard Pelé. Et finalement, ce qui est très important, c'est que le régime, quel qu'il soit, soit bien mené. Alors, en pratique, si on veut réduire la consommation de viande et de poisson sans avoir de carence, quelles sont les alternatives et comment on fait? Alors, dans un premier temps, ce qui est important à prendre en compte, c'est que dès lors où on adopte des changements, il faut que ce soit progressif. Il faut prendre le temps. Il y a toute une acceptation aussi au niveau cognitif. C'est pas forcément des choix simples. On a une vraie transformation derrière, parce que le comportement alimentaire, on sait que c'est quand même quelque chose d'assez large. Il faut prendre en compte la dimension psychosociale aussi. Donc, il y a une vraie transformation derrière. Donc, faut prendre le temps. Donc, on peut mettre en place aussi des petites routines, de la répétition pour qu'on puisse justement avoir une démarche aussi qui fonctionne dans le temps.
Mais c'est important de faire ça avec, alors je dis bien douceur et bienveillance. C'est-à-dire que quand on veut aller trop vite, ben, on peut très facilement aussi se mettre en échec. Donc, on peut faire sa transition effectivement sur un régime flexitarien, puis végétarien, puis aller sur un végétalisme. Euh, et dans l'idée, ben, on peut tout simplement intégrer dans un premier temps un repas végétarien ou deux dans la semaine. Après, ça peut être une journée, plusieurs journées. C'est propre à chacun. Donc, finalement, il faut aller à son rythme et voilà, faire un peu comme on le sent pour que la transition soit vraiment douce et fluide. Donc, on reste quand même vigilant hein, pour couvrir ses besoins. Hein. Le risque, c'est pas de ne pas manger de viande ou de poisson, mais c'est de ne pas remplacer. Donc, il faut vraiment s'informer et être accompagné pour trouver des alternatives qui seront essentielles pour que le sportif puisse être en bonne santé et performer. Donc, je vais faire un petit zoom sur les protéines parce qu'on insiste souvent là-dessus. Euh, donc, il faut voir les protéines comme une longue petite chaîne hein, qui est faite de briques. On appelle ça les acides aminés. Et puis, c'est l'ensemble de ces briques qui va permettre de construire un mur, des bonnes fondations, on va dire, qui représentent la structure de l'organisme. Donc, ces petites briques, hein, ces acides aminés, vous avez deux sortes d'acides aminés. Vous avez des acides aminés qui sont non essentiels, donc le corps est capable de les fabriquer, et puis vous avez des acides aminés essentiels. Euh, Lorsqu'on va être sur une consommation plus végétale, enfin sur les aliments végétales, on va, euh, dans la globalité, on va avoir du mal à retrouver tous les acides aminés essentiels. Mais on a quand même certaines sources qui vont nous permettre d'avoir aussi ça et on va avoir des alternatives qui vont nous permettre aussi de faire des associations. On reverra ça juste après. Donc, on sait que c'est très important, les protéines chez le sportif, parce qu'on répare, on construit, on récupère. C'est un soutien aussi pour les efforts de force. Euh, c'est un soutien aussi au niveau de l'immunité. Et s'il y a des carences, ben, on peut voir apparaître différentes problématiques, notamment au niveau de la récupération, les pertes musculaires. La cicatrisation est retardée, on a un risque de blessure qui est plus important, des problématiques en termes d'équilibre nerveux et puis une fragilité immunitaire. Donc, petit cas pratique pour les protéines. Donc, on a les besoins, vous voyez, chez le non-sportif. On est à peu près à 0,8 grammes par kilo et par jour. Donc, on peut tous faire le calcul, arrondir à 1 gramme. Et en fonction de l'activité physique, on peut monter jusqu'à 2 grammes à 2 grammes 5, notamment lorsqu'on va être sur des efforts de force. Donc là, je vous ai fait en petit cas pratique trois personnes avec des poids différents et des niveaux d'activité physique différents, en tout cas des disciplines différentes. Donc on a par exemple la course à pied qui va plutôt nous demander entre 1,2, 1,3, voire 1,5 grammes de protéines par kilo et une activité type CrossFit où on va au moins aller chercher 1,7 g de protéines par kilo. Et ce qu'on remarque, c'est que finalement, on peut passer là de 60 grammes pour la course à pied là, de protéines chez Julie et chez Sophie, on peut monter à 140 grammes selon, tout simplement selon le poids. Donc, il y a quand même des disparités qui sont importantes et c'est pour ça que l'approche diététique, elle va vraiment être individuelle. Et c'est pour ça aussi, quand on a un petit gabarit et qu'on est moins actif, bah forcément, les besoins sont plus réduits. C'est peut-être aussi plus facile dans l'assiette à couvrir. Donc, si je reviens un petit peu sur cette idée de protéines, là, je vais parler plutôt du régime végétarien. Euh, Ce qui va être important dans une journée, c'est pouvoir fractionner l'apport en protéines. Euh, on va pas penser tout de suite à mettre plein de substituts. Donc, c'est important d'avoir un apport qui est fractionné. Ce qui va être important aussi, c'est la qualité des protéines que l'on va consommer. Donc, souvent, on va recommander effectivement de faire des associations, souvent d'avoir des céréales complètes avec des légumes secs. Ça nous permet d'avoir une couverture optimale des acides aminés essentiels. Après, on reverra, effectivement, il y a aussi certains aliments
dans le règne végétal qui nous permettent d'avoir tous les acides aminés essentiels. Donc, on n'est pas obligé sur tous les repas de systématiquement faire des associations. On peut s'en sortir autrement. Je reviens sur l'œuf, qui est très important parce que c'est une protéine, enfin, vraiment un indice de qualité en termes de protéines parce qu'on va avoir un aminogramme. Donc, en fait, toutes ces petites briques vont être contenues dans l'œuf. Et en plus de ça, il y a une biodisponibilité qui est quand même très intéressante. Donc, l'organisme va bien l'utiliser. Donc, les œufs, c'est vraiment une source qui est très, très intéressante. Et malheureusement, il est souvent pointé du doigt, à tort, je dirais. Euh, on pourra revenir là-dessus, effectivement. Et puis après, vous avez les produits aussi qui sont enrichis, les substituts, les compléments, mais vigilance. On en reparlera dans les points suivants. Donc là, je vous ai mis en récapitulatif, quelques sources justement de protéines à la fois ici végétales et puis des petites sources ici animales. Donc c'est vrai que pour un régime végétarien, euh, on s'en sort très très bien. Puis on peut très vite faire un petit calcul si on a besoin de 50 grammes par jour, par exemple, si on a besoin de 60-70 grammes, on peut très vite faire un petit calcul pour voir où on en est. Finalement, ce qu'il faut retenir pour pas non plus être dans une démarche où on va tout compter, tout contrôler, parce que c'est vraiment pas ça l'idée, c'est de se dire à partir du moment où on consomme ce type de produit dans la journée, bah on s'en sort bien. Il y a pas de problématique particulière. Mais encore une fois, il faut que ce soit bien mené et qu'on ait cette diversité-là. Alors, si on revient aux besoins nutritionnels spécifiques chez le sportif, alors bien entendu, il y a aussi d'autres nutriments qui sont essentiels, hein, la vitamine C, donc le docteur Bernard Pelé en parlait tout à l'heure, hein, pour les antioxydants. Euh, Là, j'ai voulu insister principalement sur ces nutriments-là. Donc, les protéines, comme je le disais, donc là, on a les sources au niveau animal et puis les sources au niveau végétal. En gras, vous retrouvez des protéines dans le règne végétal, enfin surtout ici. Alors excusez-moi, j'ai mis les laits tachés, une petite erreur de ma part sur le régime végétarien. En gras, juste ici, le tofu, tempeh, quinoa, sarrasin, on va être sur des sources de protéines avec un aminogramme complet. Donc c'est ça qui est intéressant. Parce que souvent, effectivement, on va vous dire, faites les associations. Il faut savoir qu'on a un aminogramme qui est complet avec le soja, avec le quinoa et avec le sarrasin. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Pour ce qui est des graisses, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est ce qu'on appelle les oméga 3. Donc on a deux classes. On a de sources animales, ce qu'on appelle EPA et DHA, et de sources végétales, ALA. Donc en fait, c'est surtout PA et DHA qu'on va utiliser, notamment pour l'inflammation, pour l'équilibre nerveux. Et pour ça, en fait, on a besoin de convertir l'ALA, qui est végétale, en EPA-DHA. Et c'est vrai que la conversion n'est pas toujours optimale. Euh, donc c'est pour ça que des fois, ça peut poser question, effectivement, chez les végétaliens, par exemple, ou chez les végétariens qui ne consommeraient pas de poissons gras. Donc le calcium, on a des sources aussi, pas mal de sources au niveau végétal. La vitamine D, donc par rapport aux champignons, c'est pas une forme qui va être active pour nous, hein, c'est de la D2. Donc, donc effectivement, si on n'est pas exposé au niveau du soleil, donc on va devoir regarder comment ça se passe dans l'assiette. Donc peut-être qu'on va se poser la question de la supplémentation. Le fer. Donc, on a pas mal de sources aussi au niveau végétal. La problématique, c'est que le fer végétal est dit non héminique et moins bien absorbé. Donc là, ce qui va être intéressant à ce moment-là, c'est de coupler dans son repas en tout cas cet apport de fer végétal par de la vitamine C qu'on retrouve par exemple dans les agrumes, qu'on va retrouver dans le kiwi, qu'on va retrouver dans le poivron, les épinards. Ça nous permet justement de booster l'absorption du fer. On a le zinc aussi, euh, et puis encore une fois, pas mal de sources végétales et la fameuse B12, où là,
très compliqué. C'est une forme qu'on ne va pas utiliser. Donc là, on va vraiment se poser la question de la supplémentation chez les végétaliens, mais aussi chez les végétariens qui ne vont pas manger, par exemple, de produits laitiers, très peu d'œufs aussi. On se posera aussi la question pour eux. Donc, on a quand même un large choix et pas mal d'alternatives, mais encore faudrait-il effectivement pouvoir introduire ces aliments-là de manière assez régulière dans l'alimentation. C'est vraiment la régularité qui va faire que le régime aussi sera bien mené. Alors, on a parlé de ces nutriments essentiels pour l'organisme. Maintenant, il faut pouvoir les digérer, les absorber. Donc, dans l'idée, j'insiste beaucoup sur la digestion parce que le régime végétarien est très intéressant. On a beaucoup de fibres, donc ça permet d'avoir un bon microbiote, une bonne immunité, c'est très intéressant chez les sportifs et les non-sportifs. Les seules problématiques qu'on va avoir, c'est que comme on a une quantité importante de fibres, surtout quand le régime est bien mené, eh bien on peut avoir certaines problématiques digestives qui peuvent apparaître. Donc un transit qui s'accélère, des ballonnements, etc. Ça peut générer aussi de l'inflammation. Et si en plus on a un sportif qui s'entraîne de manière très intense, avec du stress, etc., on amplifie un petit peu ces symptômes digestifs. Et ça peut jouer en fait sur l'absorption des nutriments, si effectivement on a une digestion qui est pas optimale. D'où la nécessité, encore une fois, lorsqu'on fait des transitions, de prendre le temps. De prendre le temps et de ne pas apporter des quantités de fibres, enfin une trop grande quantité de fibres d'un coup, pour pas avoir des dérèglements. Alors, je vous ai mis le petit zoom sur le fer, parce que c'est très, très intéressant. Alors, c'est vrai que dans la pratique, je vois beaucoup d'athlètes féminines, hein, parce qu'on sait que les femmes vont avoir des besoins accrus en fer. Je vois beaucoup cette problématique de carence, beaucoup, d'anémie avec des problématiques au niveau du fer. Et ces problématiques, on les voit aussi chez les omnivores. C'est très important parce que on va parler de l'hepcidine, qui est cette hormone qui va être un petit peu le chef d'orchestre pour l'absorption du fer. Si vous avez un terrain inflammatoire, s'il y a du stress, par exemple, il y a de fortes chances que vous ayez une production d'hepcidine qui est plus importante, et dans ce cas-là, vous allez moins bien absorber le fer. Donc ça, c'est encore un point essentiel pour se dire que qu'on soit omnivore ou végétalien, certes, il y a ce qu'on va apporter, mais l'absorption est très, très importante. L'absorption, la biodisponibilité, c'est très important. Donc, j'ai vu aussi dans ma pratique des sportifs qui étaient omnivores, carencés en fer, et après végétariennes, plus du tout carencés en fer, euh, parce que peut-être régime alimentaire mieux mené, et puis équilibre digestif aussi. Donc ça, c'est très très important à prendre en compte. Donc, comme je le disais, l'idée, c'est que les changements soient progressifs. Ce qu'on peut faire pour améliorer la digestibilité, par exemple, quand on a des légumes secs, c'est d'augmenter le trempage, la cuisson, ajouter du bicarbonate, ça c'est des petites astuces. Faire attention aux associations au niveau du repas. Si vous mettez des fibres assez dures à digérer ensemble et en forte quantité, ça peut être compliqué. Tout ce qui est fermenté, donc pour le soja, le tempeh par exemple, ça se digère bien. Ça va faciliter la digestion, la germination aussi. Et pour le sportif, ce qui va être très important, c'est de respecter les timings de repas. C'est-à-dire qu'on laisse au moins 3 heures entre la fin d'un repas et un effort physique, voire 1h30 à 2 heures pour une collation, un petit déjeuner. Et encore, ces règles sont modulables. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de beaucoup plus de temps, sinon on aura un inconfort pendant la pratique. Et si on est sensible, si on a tendance à avoir du stress, l'inflammation, une dysbiose, un déséquilibre au niveau de la flore intestinale, on réduit progressivement l'apport en fibres. Donc voilà,
Ça, c'est vraiment très, très important à mettre en place. Et on va vraiment, comme pour un non-sportif, donner les repères, de bonnes pratiques pour bien digérer. Donc, être assis, bien mastiquer, prendre le temps. Ça, c'est vraiment essentiel. Alors, quelles sont les erreurs qu'on va remarquer qui peuvent fragiliser à la fois la santé et la performance chez le sportif? Alors, tout simplement quand on n'apporte pas assez. Mais ça, c'est valable aussi chez, chez le sportif qui va être omnivore. Il faut faire très attention aussi à la baisse de glucides. C'est-à-dire que si on a tendance à zapper hein, les féculents, notamment je vois beaucoup hein, sur le repas du soir, alors, d'une part, on va moins bien récupérer, on va moins bien dormir aussi, et d'autre part, on a beaucoup plus de chances derrière de venir utiliser d'autres carburants à l'effort, de dégrader un peu plus de protéines, par exemple, et bah, c'est quand même ce qu'on recherche quand on a un régime un peu plus végétal. Donc, ce serait dommage d'utiliser ce carburant qui n'est pas la priorité. L'autre problématique, c'est quand il n'y a pas assez de protéines. Souvent, c'est parce qu'on ne remplace pas. On se dit régime, voilà, là, mon régime est végétarien, j'enlève de la viande, j'enlève du poisson, mais je ne remplace pas. La monotonie et les répétitions. Tout ce qui est transformé et ultra transformé. Donc, on a moins de densité nutritionnelle, c'est moins intéressant. Et en plus de ça, bah, on peut se retrouver aussi parfois avec un manque de plaisir, on sature un petit peu. L'hypercontrôle, voilà, ça c'est quand on veut aussi faire tout parfaitement. Donc ça peut amener à des échecs. Et puis après, il faut voir aussi le contexte sportif, c'est-à-dire que bah, on oublie les collations énergétiques, la collation de récupération. Alors, tout ça peut mener à un régime alimentaire euh, qui sera moins optimal pour le sportif. Alors, quels outils pratiques pour le quotidien du sportif? Alors, anticiper. Essayer de faire les menus à l'avance. Pourquoi pas du batch cooking? Donc, on se renseigne à l'avance, les sites, livres, Internet, les réseaux sociaux, mais voilà, avec prudence. On cuisine en lot. Ça permet effectivement en pratique de gagner du temps. Par exemple, on fait un lot de légumineuses et puis on congèle. Comme ça, on a toujours voilà, un peu de protéines végétales à disposition. Et puis, pour ce qui est du plaisir, bah, faut trouver juste équilibre entre j'anticipe pour faire des choses sympas et puis laisser place aussi à la spontanéité. Pas avoir une alimentation non plus qui soit trop rigide. Et ça, c'est pas évident chez les sportifs, notamment selon le niveau d'activité physique, la compétition, où on va avoir souvent voilà, un régime alimentaire un peu strict. Euh, donc, il faut trouver un peu ce juste équilibre pour la spontanéité et le plaisir. Pas hésiter à jouer sur la stimulation sensorielle, les couleurs. Voilà, faut que les repas soient appétissants. Donc, on peut utiliser des aromates, des épices, des sauces. Voilà, quand on utilise la purée de sésame, de cacahuètes, vous voyez, on enrichit en protéines, c'est gourmand. On peut faire des marinades, des toppings, rajouter des petites graines, des petits fruits à coque. Ça enrichit l'alimentation et c'est très sympa. On peut faire gratiner aussi, donc avec du fromage, là aussi on enrichit. Et puis on peut jouer sur la cuisson, faire griller du tofu, tempeh, voilà, pour vraiment avoir du plaisir dans l'assiette. Ça, c'est essentiel. Alors là, on va parler de la supplémentation nutritionnelle, l'état des lieux, et puis les recommandations pour la santé et le bien-être du sportif. Alors, la supplémentation, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'elle soutient l'alimentation, elle ne remplace pas. On va aussi éviter de se supplémenter à l'aveugle. Donc là, l'idée, c'est de faire un bilan biologique. Donc, on est vraiment sur une approche qui est individuelle. Et ça va dépendre aussi du régime alimentaire. C'est-à-dire que si on est flexitarien, si on est végétarien ou végétalien, forcément, ça va pas, on va pas surveiller les mêmes choses. Pareil, si on est un homme et une femme, on sait que chez la femme, on va faire très très vite attention aussi au fer. Donc voilà, c'est important de prendre en compte cette individualité. Euh, Ce qui va être aussi important à prendre en compte, c'est le fait d'un moment donné d'être bloqué
tout simplement parce que la routine alimentaire ne permet pas de couvrir les besoins. Parce que là, on n'a pas la possibilité de prendre telle collation, qu'on ne peut pas consommer tel ou tel produit. Donc, on peut se retrouver effectivement, dans certains cas, à avoir recours de manière obligatoire à une supplémentation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, toujours avoir un professionnel de santé qui soit là, en tout cas, dans cette démarche de supplémentation. Alors là, je résume très, très brièvement, en fait, le protocole de supplémentation, mais encore une fois, c'est hyper individualisé, hein, puisqu'on prend en compte, encore une fois, le bilan, excusez-moi, on prend en compte aussi le bilan biologique. Donc, il y a la théorie et la pratique, mais là, on va partir du principe que les différents régimes sont bien menés. Alors, chez l'omnivore, on se posera toujours la question de la vitamine D, parce que les sources, c'est essentiellement les poissons gras et le jaune d'œuf. Donc, si vous avez un omnivore qui mange peu de poissons gras, de jaune d'œuf, et qu'on est en plein hiver, et qu'on est dans le nord de la France, avec peu d'ensoleillement, effectivement, on va se poser ces questions-là. Bon, encore une fois, de toute façon, il faudra faire le bilan biologique dans l'idéal. Se posera aussi la question du fer, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, avec l'absorption. Euh, En cas pratique, je vois beaucoup, comme je disais, d'omnivores qui mangent énormément de fer et derrière, qui vont avoir des carences. Donc, c'est un peu le même principe chez le flexitarien, hein, par rapport à la vitamine D et par rapport au fer. Ce qu'on va retrouver chez le végétarien, on peut se poser des questions sur EPA et DHA, ces acides gras essentiels qu'on retrouve dans les poissons gras. Alors, on a la capacité avec ce qu'on appelle l'ALA, qu'on a vu tout à l'heure, de fabriquer EPA DHA, mais effectivement, la conversion reste un peu faible. Donc, à voir si le végétarien peut consommer aussi, s'octroyer un poisson gras dans la semaine. Ça, c'est une possibilité. Et pour le végétalien, on rajoute la fameuse vitamine B12, qui effectivement n'est pas présente. Et pour tout le monde se posera la question des protéines en fonction du contexte. Si le régime n'est pas suffisamment équilibré, si on a des difficultés dans l'assiette à mettre des protéines ou en pratique, se posera la question de la supplémentation si on n'arrive pas à couvrir ses besoins. L'essentiel, c'est l'assiette, dans tous les cas. Et après, bah, on supplémente si dans le cas pratique, c'est compliqué. Encore une fois, on n'est pas tous égaux et il faut prendre en compte bah, l'individualité, les objectifs sportifs. Ça va dépendre de pas mal de paramètres. Quand et s'il y a besoin d'une supplémentation, il faut privilégier les produits français, puisque les normes de fabrication sont quand même strictes, avec un étiquetage qui est assez clair. S'appuyer sur des certifications, des labels, des normes. Je pense notamment à la norme antidopage, hein, norme AFNOR 94001. Notamment bah, quand on a des sportifs qui vont consommer par exemple de la whey ou ce type de protéines. Se pose la question du pharmaceutique ou des marques de nutrition sportive. Donc, toujours avoir la référence française, ça c'est quand même un gage de qualité. Et attention aux achats Internet, réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à demander conseil aux professionnels de santé, encore une fois. Donc, manger végétal et durable, là je reviens un petit peu sur, euh, sur cette transition. Et sur le transformé et l'ultra transformé. Parce que souvent, on a tendance à remplacer avec des produits qui sont transformés. Alors, il faut essayer de limiter au mieux. Encore une fois, bah, chacun fait comme il peut, mais on aura moins de qualité forcément avec ce type de produit. Et puis, dans l'idéal, dans cette démarche végétale et durable, donc local, de saison et fait maison. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Encore une fois, on n'est pas parfait, on fait au mieux. Alors là, je vais finir avec des exemples concrets dans l'assiette pour voir comment on peut couvrir un petit peu ses besoins de manière optimale. Donc, je refais un petit point sur les nutriments essentiels, hein, protéines, les acides gras essentiels, le calcium, la vitamine D, le fer, le zinc, la B12, et comment on peut traduire ça dans l'assiette.
Oups, alors excusez-moi, ça a enlevé le partage, je crois. Non, on le voit toujours. Ah, d'accord, donc c'est moi qui le vois. Alors, c'est OK? Vous voyez toujours? Oui, on voit toujours. Parfait. Alors du coup, donc on a ici un exemple type hein, de journée omnivore. Donc on voit qu'on a des produits carnés. On a aussi les produits de la mer. Donc pour tous, on a là voilà, j'ai fait un exemple type avec quatre prises alimentaires et éventuellement selon l'effort une petite collation après l'effort. Donc, dans l'idée, si je m'intéresse au régime flexitarien, en fait, j'ai juste mis en exemple, voilà, les petites rillettes de sardines le matin. Alors, ça fait rire souvent parce que c'est pas ce qui donne le plus envie, mais voilà, ça permet d'apporter, par exemple, justement EPA et DHA, ces fameux acides gras essentiels qui sont bons pour le cerveau, pour l'inflammation dans le corps. Et sinon, pour le reste, ben, on reste sur une routine végétarienne. On a des œufs le midi, on a des lentilles le soir, dans le repas du soir pour l'apport en protéines. Euh, on a des laitages aussi, ce qui permet d'avoir du calcium, mais on en retrouve aussi avec la sardine, hein, du calcium également. Euh, L'idée, c'est que, et ça, c'est fait pour les autres types de régimes, souvent, c'est de placer effectivement un fruit qui est riche en vitamine C, pour justement augmenter l'absorption du fer. Donc ça, c'est ce qui est un peu fait là sur chaque repas. Vous voyez ici que ce soit sur le régime végétarien, végétalien. Vous voyez, là, c'est du kiwi. Là, on a de la clémentine. Voilà, comme ça, c'est des petits tips et des petites habitudes. C'est de se dire, voilà, ça peut être aussi du jus de citron, hein, ça peut être du pamplemousse. Mais on met de la vitamine C pour booster l'absorption du fer végétal, en tout cas qui est moins disponible. Euh, pour tous aussi, on va avoir ces collations post-effort. La collation post-effort, elle doit apporter de la protéine, elle doit apporter des glucides. Donc, ça peut être sous forme, encore une fois, là, animal ou végétal. En l'occurrence, là, c'est plus végétal. Donc, vous voyez, là, ça peut être des crackers, de la purée de sésame, du chocolat noir. Là, des petits energy balls, c'est des petites préparations qu'on peut faire à base d'avoine, de fruits séchés, de graines, de fruits à coque. Donc, finalement, en pratique, plus le régime va être végétal, plus on doit retrouver dans une journée des légumineuses. On doit retrouver des fruits à coque, des graines, des légumes verts aussi, euh, pour pouvoir justement couvrir au mieux les besoins nutritionnels du sportif. Mais si l'on ne fait pas de sport, ce sera la même chose. Et finalement, c'est l'augmentation de la ration énergétique qui va faire que forcément, sur le plan euh, quantitatif, on aura aussi beaucoup plus de nutriments essentiels. Donc, en conclusion, adopter une alimentation plus végétale, c'est une opportunité de soutenir durablement sa santé, son bien-être et sa capacité à s'entraîner sur le long terme. Alors, il faut rester vigilant, parce que selon l'état de santé, niveau d'entraînement et le type de régime, on peut avoir des nutriments qui manquent. Donc, même les sportifs omnivores peuvent être carencés. Donc, d'où l'intérêt d'avoir toujours un régime bien mené. Et pour ça, il faut respecter ses besoins, préserver la digestion, on l'a vu, c'est très important, privilégier des aliments de qualité et de laisser place quand même au plaisir. Et c'est important de pouvoir, dans cette démarche, s'informer, d'être accompagné par un professionnel de santé, justement pour sécuriser la transition. Et c'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre écoute. Merci. Avant de passer aux questions, je vais juste vous partager une vidéo donc de Laetitia Guapo qui est une championne de basket qui joue au Tango Bourges Basket, donc qui est de la région Centre-Val de Loire et qui va nous parler de son alimentation.
Bonjour tout le monde, c'est Laetitia Guapo, j'espère que vous allez bien. Je me permets de faire une petite vidéo pour parler de mon alimentation et de mon hygiène de vie. On va dire que je suis née dans une famille qui a toujours cultivé un jardin, donc j'ai toujours eu la chance d'avoir des produits bio à la maison, tant pour les légumes que pour les fruits. Donc ça c'était génial. Et c'est vrai que quand après je suis partie pour le basket, quand j'ai eu mes premiers contrats, je gagnais pas forcément beaucoup d'argent, donc au début je faisais pas forcément très attention à la nourriture, c'était surtout le prix qui comptait plus que la qualité des aliments. À partir du moment où j'ai réussi à pouvoir me payer et moins compter sur mes courses et sur ma nourriture, j'ai commencé à faire plus attention. Et à peu près en 2017, mon tonton et mon grand-père ont eu deux cancers, un de la prostate et l'autre de la lymphe, le cancer d'Hodgkin's. Et je me suis vachement renseignée. Je faisais un master en éducation physique pour être professeur d'EPS. Et j'avais la possibilité de faire une option nutrition. Donc je me suis vraiment mise un petit peu plus dans la nutrition. Et en fait, j'ai adoré voir l'impact que la nutrition pouvait avoir sur le corps forcément, mais aussi et surtout sur les performances sportives. Donc c'est à partir de là où j'ai commencé à manger moins de viande, voire plus du tout au début. Mais c'est vrai que en bonne auvergnate que je suis et bonne vivante, j'aime beaucoup la viande quand même. Donc maintenant je mange presque plus de viande, mais quand j'en mange c'est de la viande de qualité. Je sais d'où elle vient et je fais très attention à ça. Donc voilà. Au quotidien, j'essaie de réduire quand même ma consommation de viande. Je fais très attention à ce que je mange. Je mange que des produits bio, locaux en général et de saison. Voilà, et j'essaie de faire ça même quand on va en déplacement. Mais c'est vrai qu'en itinérance, c'est plus difficile à suivre. Voilà, sinon je prends aussi des compléments alimentaires. Donc moi je me fais des petites cures. Pour la petite histoire, je fais des petites cures en général en octobre-novembre, en automne du coup et au printemps pour rebooster un petit peu. Donc là je fais une cure d'oméga 3 pour les cellules, je fais une cure de multivitamines pour booster un petit peu le tout et de magnésium pour mieux récupérer, mieux dormir et la reconstruction musculaire. Ensuite, je fais aussi des cures de protéines, forcément vu que je mange pas forcément de viande, et du collagène marin, parce que malgré les années qui sont encore jeunes pour moi, mais c'est vrai que les deux entraînements de basket depuis mes 12 ans font que j'ai un corps qui vieillit quand même, donc j'essaie de pallier à tout ça. Et voilà, je me sens vraiment mieux depuis que j'ai adopté cette hygiène de vie. Je sais que des fois, je partais à l'entraînement le matin, j'étais plein fer parce que j'avais fait un bon petit déj. C'est très important d'ailleurs pour moi, le petit déjeuner. Je me verrais pas ne pas déjeuner. Après, je rentrais manger et en fait, quand je mangeais vraiment beaucoup de féculents, de viande, etc., j'avais pas forcément digéré quand j'allais retourner au deuxième entraînement de la journée. Et maintenant que je mange plus des pâtes complètes, du riz complet, moins de viande et que c'est, on va dire, plus équilibré et que je mange un petit peu de tout, je me sens beaucoup mieux et j'ai plus mon repas du déjeuner sur le ventre quand j'arrive à l'entraînement de l'après-midi. Recoucou, c'était juste pour compléter mes propos. Il y avait la question de est-ce que mon alimentation est une contrainte pour moi en tant que sportive? Et je dirais que non, c'est vraiment justement un petit peu mon double, mon ombre qui me suit. Et c'est vrai que en fait, quand on est sportif de haut niveau, on est plutôt intransigeant sur pas mal de choses. On fait attention à beaucoup de choses et moi, je sais que ça passe aussi et surtout par l'alimentation. Le sommeil, l'hydratation et l'alimentation, c'est vraiment mes piliers. Et quand je sais que j'ai cette base qui est voilà tenue correctement, je me sens performante et je me sens bien. J'ai pas de pic de fatigue ou autre. Et voilà, ça me permet d'être performante et de tenir dans la durée. Donc voilà mes petits tips, mes petites routines et en tout cas je me sens bien, je me sens en forme, même quand on enchaîne les matchs tous les 2 ou 3 jours comme en ce mois de janvier. Donc voilà mes petites routines à moi. Salut! Donc voilà, c'était le témoignage d'une sportive de haut niveau, du coup, qui est plutôt flexitarienne. Là, je vais passer aux questions. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions.
C'est plutôt adressé à vous, Monsieur Bernard Pelé. Pouvez-vous préciser quelle est la notion de régime bien mené? Est-ce que ça sous-entend une forme de contrainte? Et quels sont les avantages pour un sportif de s'orienter vers ce type de régime? Même si on y a un peu répondu avec la deuxième, intervention. Oui, tout à fait, je vais essayer d'être succinct. Ben, bien mené, ça veut dire ni trop d'énergie, ni pas assez. Euh, Couvrir tous les besoins en vitamines, tous les besoins en minéraux. Et en fait, pour savoir, pour comprendre cette notion de bien mener, faut lire un peu de littérature. Par exemple, les guides nutritionnels de chaque pays, même s'ils ne sont pas parfaits, ils vous donnent des notions sur ce qui est bien mené, pas bien mené. Après, si je peux vous donner très succinctement des grandes lignes en ce qui concerne l'alimentation végétale, c'est vraiment pas d'aliments ultra transformés ou très peu. Et l'alimentation végétalisée devrait utiliser en majorité des légumes, des fruits, des légumineuses, lentilles, pois chiches, des fruits entiers. Les jus de fruits ne sont pas bons. Des oléagineux, noix, noisettes, amandes, champignons, épices, herbes aromatiques. Et donc, si on va en majorité dans ces produits bruts, peu ou pas transformés, là, on fait beaucoup de bien à son corps, qu'on soit sportif ou pas sportif. Donc voilà pour cette notion de régime bien mené. Et les avantages, oui, bon là, on en a parlé, c'était l'objet de la présentation, je crois avoir répondu. Oui. Voilà. Il y a Les une sources de question. données, alors, je vois j'ai les questions sous les yeux. Alors, les sources de données, moi, c'est Medline. En fait, personnellement, ça m'arrive, mais je lis peu les recommandations officielles des institutions des différents pays. Je vais directement à la source. Maintenant, depuis 1996, toutes les études scientifiques ou presque sont indexées dans la base de données Medline, accessible avec l'URL pubmed.gouv. Donc, on lit un maximum d'articles à la source, différentes opinions, parfois contradictoires. Après, on tente d'en faire une synthèse honnête. Donc, c'est effectivement la littérature internationale la source de cette présentation. Mais Voilà. vous avez mis les sources dans le diapo de toute façon. La prochaine Ouais. question, c'est plutôt, alors si j'ai bien compris le sens de la question, est-ce que il y a des profils de personnes omnivores et végétariennes ou végétaliennes qui ont été comparés au niveau du risque de cardiovasculaire? Alors oui, là, en corrigeant les groupes là pour le poids, il y en a moins, mais il reste quand même un avantage dans la prévention du risque cardiovasculaire. Donc la différence de poids n'explique pas la totalité du bénéfice des alimentations végétalisées. Donc réponse oui à toutes les questions, y compris pour le diabète. Mais bien sûr, si on ajuste sur ce paramètre, ça va un peu diminuer l'effet. Mais ça veut dire que le bénéfice ne vient pas uniquement de la maîtrise du poids, il y a Il y a d'autres d'autres bénéfices. paramètres. Il y a une question avant, là, très intéressante. C'est pointu, mais connais bien la réponse. Donc, les protéines végétales peuvent avoir un défaut, c'est un peu plus de difficulté à trouver la leucine dans le règne végétal que dans le règne animal. Là, il y a des bonnes protéines végétales pour ça. C'est des protéines de pois, de riz et puis également de chanvre. Le soja aussi injustement attaqué, vraiment pour rien, de manière totalement malhonnête. Donc ces protéines-là, soja, chanvre, pois. Il y a même des protéines, il y a même des poudres de protéines de pois sur le marché qui font aussi bien que la protéine de whey. Donc oui. Alors là, il y a une autre question, c'est est-ce qu'il faut faire un bilan, une analyse sanguine et quels paramètres il faut faire attention quand on passe sur une alimentation végétale ou plus végétale? Alors oui, tous les points faibles, tous les sportifs, j'irais même plus loin, quelle que soit la situation, c'est bien de faire des bilans de temps en temps. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme carence en vitamine D, par exemple, ou en vitamine B9, en vitamine C? Donc il est bon pour tout le monde, quel que soit le mode alimentaire, chez le sportif, faire vitamine D, c'est vraiment le cahier des charges minimales parce qu'il y a beaucoup de carences en fer chez les femmes, même si elles ne sont pas sportives, et beaucoup de carences en vitamine D chez tous les groupes. Donc oui, avec des points de vigilance, alors chez les végétaliens, il faudra vraiment surveiller encore plus la vitamine B12, le calcium.
Euh, voilà, mais ça n'a pas été, comment dire, standardisé. Il n'y a pas de recommandation officielle pour dire voilà le bilan qu'il faut faire chez les sportifs. Est-ce qu'il y a un kit officiel de complémentation pour éviter les dérives de l'autoprescription de compléments alimentaires? Alors, il y a un médecin américain qui a mis ça au point, qui est le docteur Furman. Il a mis au point un complément, mais très cher malheureusement, parce que c'est pas tellement cher en lui-même, mais les frais d'importation, frais de douane, frais de port, ça fait que la facture s'envole. Où il a eu pour philosophie de s'interdire de mettre tout nutriment qui peut être toxique si on en prend trop. Donc il a mis que des nutriments qui sont non toxiques, même pris en excédent. Donc là, on ne peut pas faire de mal. Là, on peut prendre à l'aveugle sans risque, parce que, à part quelques exceptions, pour quasiment tous les nutriments, c'est une courbe en U. Si on n'en prend pas assez, c'est pas bon, on est carencé. Il y a un optimum. Puis après, quand on en prend trop, on se prend dans la figure d'une toxicité. Donc, réponse, oui, il y a des compléments comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Je pense que la réponse est d'aller chez un professionnel de santé pour faire un bilan. C'est mieux. Si on arrive à personnaliser, c'est mieux. Après, si on veut faire du non personnalisé, il y a quelques produits, mais il faut avoir conscience qu'on peut faire du mal en prenant des minéraux ou des vitamines dont on n'a pas besoin parce qu'on a déjà couvert ces apports largement. Voilà. Linda William, il y a une question sur la whey, donc je pense que vous êtes peut-être plus à même d'y répondre. La whey est très à la mode et on en trouve dans les grandes surfaces. Est-ce que vous pouvez confirmer que bah, ce produit n'est pas transformé avec des additifs dangereux? Alors, sur le process de fabrication, on va être très proche d'un lait en poudre, mais c'est comme pour tout dans l'industrie agroalimentaire. Euh, il y a des choses qui sont plus transformées que d'autres. Donc, encore une fois, si on consomme des compléments, il est important bah, de connaître la provenance. Donc, d'être plutôt sur les marques françaises avec un maximum de labellisation, de certification qui vont permettre justement d'avoir un produit qui est entre guillemets propre à la consommation, qui va avoir qualité sanitaire qui sont pas trop mal. Mais il y a tout en fait sur le marché. Alors c'est vrai que quand on dit whey comme ça fait peur, mais bon. C'est un processus industriel comme lorsque vous avez un lait en poudre et ça va être un peu la même chose pour les hydrolysats de protéines végétales avec souvent des mélanges de protéines comme je reviens sur ce que disait docteur Bernard Pelé protéines de pois souvent associées même avec des protéines de riz. Euh, donc tout ça c'est équivalent dans le commerce. D'ailleurs, on peut prendre n'importe quelle en récupération aussi, n'importe quelle protéine. La seule différence qu'on va avoir avec la whey, ce qu'on appelle le lactosérum, c'est que l'assimilation, elle est très rapide. Donc, il y a des études qui ont montré, notamment, euh, par exemple, même pour la prise de masse, quand on cherchait vraiment la croissance musculaire, que la protéine rapide ou l'association protéine rapide et protéine lente était intéressante par rapport à l'anabolisme musculaire quand on consommait une certaine quantité de protéines dans les 30 minutes qui suivent l'effort. C'est la seule différence, mais que peu importe la protéine que vous allez prendre, vous aurez quand même les mêmes effets, c'est-à-dire là, enfin, ça va favoriser la récupération. Et encore une fois, lorsqu'on arrive à couvrir ses besoins sur la journée, c'est quand même optimal. Alors, c'est sûr, si vous faites une collation spécifique dans les 30 minutes, c'est encore plus intéressant, mais même si déjà à la journée, vous couvrez vos besoins, euh, c'est déjà très, très bien. Eh bien, merci. Je suis désolée, on va clôturer ce webinaire. Merci à nos intervenants d'avoir été présents aujourd'hui. Pour tous les spectateurs, le replay sera envoyé à la suite du webinaire quelques jours plus tard. Je vous enverrai aussi les diapos des intervenants. Voilà. Eh bien, bonne journée à tous et à bientôt. Merci. Merci.